Il y a tout juste 27 ans, prenait fin la présidence d'Habib Bourguiba à la tête de la Tunisie depuis 30 ans. Il y a tout juste 27 ans, un certain Ben Ali organisait subtilement sa chute pour accéder au pouvoir. Il prendra les rênes du pays pendant 23 ans avant d'être lui-même renversé lors de la révolution de 2011. L'homme qui est avec nous pour en parler connaît parfaitement la Tunisie. C'est lui qui a signé le premier article de presse française sur la révolution tunisienne. Bonjour Christophe Ayad et merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste, chef du service international au Monde. On va d'abord revenir sur ce 7 novembre 1987. Comment Ben Ali s'y prend-il pour renverser Bourguiba? On parle d'un putsch médical. Racontez-nous. Oui, alors c'est une catégorie assez inédite de coup d'État. Il inaugure quelque chose qui ne s'est pas beaucoup vu et qui avait un seul avantage, c'est d'être très peu sanglant. C'est qu'il convoque dans la soirée 7 médecins, dont 2 médecins militaires, dont l'un deviendra son médecin attitré, et il leur dit, voilà, le président Bourguiba n'est plus en état d'exercer ses fonctions, signez. L'un d'entre eux s'étonne et dit, mais enfin, je ne l'ai pas vu depuis 2 ans. Et là, on lui dit, tu signes. Ben Ali, il faut savoir qu'il a été chef des services de renseignement pendant très longtemps, puis ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre pendant les toutes dernières années du règne de Bourguiba, qui commençait à devenir un peu fébrile et il perdait un peu la tête, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en tout cas, il s'énervait, il avait perdu sa clairvoyance habituelle, et certains commençaient à dire que c'était un homme qui perdait la tête et qui était sous influence de sa femme, qui devenait, c'est toujours les problèmes de phénomènes de clan familial, qui était un peu caractériel, qui avait aussi un certain goût du luxe. Et donc voilà, il y a eu un consensus dans l'élite du pouvoir qu'il fallait se débarrasser de Bourguiba parce qu'il devenait ingérable. Alors, le lendemain matin, à la radio, il va rendre hommage au parcours de Bourguiba et il va caresser les Tunisiens dans le sens du poil. Tout se passe en douceur. Personne ne voit qu'il y a un putsch, même au sein de la société tunisienne. Si, mais il y a une sorte de grand soupir de soulagement parce que les dernières années de Bourguiba, c'est des procès d'islamistes qui se terminent par des condamnations à mort. Et ça, c'est très peu courant en Tunisie. Ce sont des tentatives d'invasion de la Libye, de l'Algérie, par des groupes armés, par l'armée tout court. Il y a des relations mauvaises avec Kadhafi. L'Algérie commence à se méfier de la Tunisie. Et puis surtout, il y a les émeutes du pain en 1980, tout début des années 80, 83, 86. La situation sociale est mauvaise. Et on sent que Bourguiba ne sait plus trop quoi faire, s'énerve très vite, organise des procès contre ses opposants islamistes, et il y a cette montée de l'islamisme qui fait peur à tout le monde. Et justement, Ben Ali va aussi justifier ce putsch, qui ne dit pas son nom, par cette menace islamiste. Elle est vraiment fondée à ce moment-là, en Tunisie? Disons que l'ambiance est tendue, et on le verra 2 ans, 3 ans plus tard en Algérie. La Libye, elle est tenue par Kadhafi, ça se voit moins, mais c'est vrai que la Tunisie était un des pays précurseurs de la montée de l'islamisme. Ce qui est vrai aussi, c'est que Ben Ali ne dit pas tout de suite dès le début, il y a une menace. Il dit notre pays est divisé, il faut nous rassembler, et il libère les islamistes. Il les fait sortir de prison, il annule les condamnations à mort. Ranouchi échappe à la potence de pas grand-chose, et il leur laisse pendant 2 ans une sorte de relative liberté. Et puis quand il comprend aux élections de 89 qu'il risque, ou 90, qu'il risque de gagner les élections réellement, qu'ils sont populaires dans la population, là, il frappe, et il frappe très fort, et d'un coup, il y a des grandes vagues d'arrestations, Ranouchi doit partir en exil, il y a des heurts même, et un local du RCD, le parti de Ben Ali, qui a succédé à celui de Bourguiba, et qui est en fait un peu le même, est incendié, et là, il a su pendant 2-3 ans se créer des fidélités et rassurer tout le camp laïque qui, cette fois-ci, marche. Alors, plusieurs historiens affirment aussi que les services secrets italiens auraient joué un rôle capital dans la chute de Bourguiba, c'est-à-dire ? Oui, alors il y a eu ce témoignage d'un certain commandant général Martini qui a travaillé pour le SISMI. Moi, j'ai jamais eu le fin mot de l'affaire, mais je pense que beaucoup de gens effectivement s'interroger sur Bourguiba, sa santé mentale, l'avenir de ce petit pays qui, certes, n'avait pas de grande richesse, mais stratégiquement était important parce qu'aux portes de l'Algérie, parce qu'à l'époque, l'OLP était là.
aussi. Il faut savoir, c'était quand même la base. Et Arafat vivait en Tunisie. Donc, chercher des solutions. Et je pense que ce coup d'État médical n'a pas pu avoir lieu sans un aval de pays occidentaux. Est-ce que l'Italie a été à la manœuvre? Ce témoignage est très convaincant. Il a été contredit par Bettino Craxi, Premier ministre italien, enfin le président du Conseil italien de l'époque. Ça ne m'étonnerait pas que la France n'ait pas été au courant, parce que le lendemain, personne n'a réclamé le retour de Bourguiba. Tout le monde a accepté l'arrivée de Ben Ali en disant bon, il faut que, je sais pas quoi, la démocratie soit respectée, etc. Il n'y en avait pas de toute façon. Au printemps 89, donc, Ben Ali va remporter largement les élections anticipées et se positionner comme le fils spirituel de Bourguiba. À son tour, il va partir sur un règne de plusieurs décennies. Ça va être quoi, le règne de Ben Ali? Le règne de Ben Ali, c'est un règne policier. Bourguiba était un homme qui... c'est un dictateur éclairé, qui avait un vrai projet pour son pays, une vision d'avenir, la place de la femme, l'égalité homme-femme, une voie ni gauche ni droite, alors à l'époque, ça paraît un peu désuet aujourd'hui, mais à l'époque, il y a beaucoup de pays arabes qui ont choisi la voie socialiste, type Moscou, quoi, comme l'Algérie, comme la Libye de Kadhafi. Là, c'est pas le cas. Lui dit non, il faut du tourisme, il faut un peu d'industrie, il faut des PME, et puis l'instruction. Et ça, Ben Ali a su le préserver, au moins en façade. En revanche, il a instauré une forme de vulgarité que n'avait pas Bourguiba dans la façon de réprimer. Bourguiba n'était pas tendre, mais Ben Ali, c'était vraiment le règne du policier, du flic. Donc on a torturé en masse, etc. On a fliqué tout le monde. Et puis il a instauré une autre chose qui a été l'arrivée de cette famille Trabelsi, qui était sa belle famille, qui a monté en puissance tout au long des années 90 et qui a explosé au grand jour durant la décennie 2000, au point que les Tunisiens de tout niveau n'en ont plus pu de ce racket organisé par la famille Trabelsi, qui était donc sa belle famille, les proches de sa femme, Leïla, qui étaient des gens d'extraction très très modeste. On dit qu'on l'a présentée comme une coiffeuse, eux c'était des camionneurs, des types. Aujourd'hui, la Tunisie sort d'élections législatives libres. Elle semble avoir sécurisé sa transition démocratique. Est-ce que la Tunisie d'aujourd'hui est un symbole d'espoir pour le monde arabe? Oui, dans un monde arabe qui va très très mal, je pense que la Tunisie a fait une vraie transition démocratique. C'est pas parfait, il y a plein de choses qui ne vont pas, notamment des inégalités entre l'intérieur et la côte, entre la capitale et les provinces. La question de l'islamisme n'est pas complètement réglée, mais au moins, la Tunisie a découvert un islamisme modéré et responsable, c'est-à-dire des islamistes capables de dire peut-être que c'est pas bien qu'on dirige le gouvernement parce que visiblement ça dresse trop de gens, et qui ont été capables de limiter leurs ambitions, probablement pour gagner dans quelques années ou dans des dizaines d'années. Mais c'est mieux en ce moment, quand vous êtes entouré par l'Algérie où plus rien ne bouge dans l'attente de la fin de Bouteflika, par la Libye où tout explose dans un feu d'artifice de djihadistes, de tribus, quand l'Égypte a vécu un vrai coup d'État militaire quasiment, l'Algérie, la Tunisie est la seule qui a fait des élections. Et Christophe Ayat, si je vous demande de terminer cette phrase, le 7 novembre 1987, c'est le jour où? Que me répondez-vous? C'est le jour où la Tunisie est passée d'une autocratie éclairée à une dictature policière. Voilà, pour moi, c'est ça. Merci beaucoup, Christophe Ayat, d'avoir été mon invité dans Le Jour où. L'information continue sur LCI.